de connaissances. Ça fait partie de l'apprentissage du cours et ça permettra de revoir certaines notions. Le QCM, il était juste sur l'embauche. Vous en aurez un deuxième à faire sur la partie de cours que l'on vient de terminer, c'est-à-dire tout ce qui est temps de travail. Vous en aurez un deuxième à faire pendant les vacances. D'accord ? Alors, je pense que je laisserai jusqu'à la rentrée de façon à ce que vous ayez au minimum 1, 2, 3, 4 notes pour votre semestre, ce qui me paraît plutôt 5 notes avec la note d'implication, ce qui me paraît plutôt bien pour vous évaluer. D'accord ? Alors, on va prendre ces questions en revue. Je vais faire un petit drive pour les afficher. Voilà. Voilà. Alors, la première de ces questions, c'était concernant le CDI. D'accord ? Et la question qui était posée, tout simplement, c'est est-ce que le CDI revêt obligatoirement une forme écrite, ou en tout cas, est-ce que ce contrat est obligatoirement un contrat écrit ? Alors, je vais vous demander, alors des gens que j'entends pas souvent, hein. Alors, Aïda, est-ce que vous pouvez me donner une réponse par rapport à la question ? Est-ce que le CDI est un contrat obligatoirement écrit ? Pas de réponse de Aïda. Bon, alors, Michel, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Alors, Michel nous dit oui. Le CDI est un contrat obligatoirement écrit. Est-ce que quelqu'un veut apporter une réponse ? Tiens, Aïda nous a quittés, c'est bien dommage. Amadou, on vous écoute ? Le CD ne nécessite pas obligatoirement un écrit, mais en pratique, il y a toujours un écrit qui est fait. Très bien, Amadou. Bonne réponse ici. Et donc, effectivement, hein, le contrat CDI n'est pas obligatoirement écrit. D'accord ? Rien n'oblige, en tout cas en droit français, à ce que ce soit un contrat qui soit écrit. D'accord ? Alors, contrairement, bien sûr, au CDD, qui est obligatoirement un contrat, lui, écrit. Donc ça, on a un texte de loi qui nous oblige, enfin qui oblige les parties à faire une convention écrite pour donc officialiser la relation de travail, d'accord ? Mais en tout cas, le CDI n'est pas obligatoirement écrit si on s'en tient au terme strict obligatoire. Malgré tout, comme le dit Amadou, en pratique, il est rare, d'accord ? Il est rare qu'un contrat ne soit pas écrit, même quand il est en CDI. Il permet au moins de fixer un certain nombre de choses, le poste que l'employé va occuper, l'employeur exact, d'accord ? Puisqu'on aura l'identification de l'employeur dans le contrat, la rémunération qui va être prévue, le temps de travail qui va être consacré, etc., etc. Léa, vous aviez une question ? S'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas partagé. Alors évidemment, hein, le contrat n'est pas écrit et ça, c'est le droit général qui nous le dit. D'accord ? Le droit commun nous dit, voilà, le contrat en CDI n'est pas obligatoirement écrit. Par contre, vous le savez, il peut exister des dispositions propres à chaque entreprise que l'on trouve au sein des conventions collectives. La convention collective, c'est un recueil de textes qui est applicable aux entreprises d'un même métier. Alors, on va trouver par exemple la convention collective des entreprises du bâtiment, la convention collective des entreprises de métallurgie,
etc., etc. Et cette convention collective applicable uniquement à certains métiers peut, en son sein, recueillir des dispositions qui obligent l'employeur à rédiger un écrit quand il fait un contrat de travail, même en CDI avec un salarié. Mais en tout cas, applicable à tout le monde, le droit du travail n'impose pas la rédaction d'un écrit pour un contrat en CDI. Par contre, il l'impose pour un CDD. Ce qui veut dire que si pour un CDD, l'employeur n'a pas respecté cette obligation, alors il y aura un problème. D'accord ? Là, il y aura un problème. Et ce qui se fait souvent, c'est que là, il y a une requalification du contrat. L'employeur, par exemple, décide de prendre un salarié en CDD. Alors, il va lui expliquer oralement qu'il le prend pour 2 mois, qu'il va occuper un poste, par exemple, de caissier, qu'il sera payé 12 € de l'heure, qu'il va commencer à 8 heures et terminer à midi, reprendre à 13 heures et finir à 17 heures, par exemple. Et aucun écrit ne vient valider tout ça. Le salarié commence à travailler, etc., etc. Alors, malgré tout, le salarié est régulièrement déclaré, régulièrement payé. Les cotisations dues au titre de son salaire sont aussi payées par l'entreprise, mais il n'y a pas de contrat de travail. D'accord ? Alors, que se passe-t-il s'il y a un problème entre les deux ? Eh ben, si un litige doit être porté devant un tribunal, alors le tribunal pourra tout à fait décider que comme il n'y a pas d'écrit et qu'un CDD est obligatoirement écrit, par conséquent, on a affaire à un CDI et non pas à un CDD. Comme ça, pas de souci quant au respect d'une obligation, puisqu'il n'y en a pas en matière de CDI. Alors, donc voilà le risque pour un employeur qui, par exemple, oublierait de faire un contrat écrit pour un CDI, un CDD. Des questions par rapport à ça ? Pas de questions ? La question suivante portait sur le document unique d'embauche, avec plusieurs propositions. On vous proposait la DUE, la DAPE et la DPAE. Alors, donc je répète, on vous proposait la DUE, la DAPE et la DPAE. Alors, je vais retenter une chance. On va demander à Anis, s'il vous plaît, Anis, est-ce que vous pouvez nous répondre ? Je vous propose la DUE, la DAPE ou la DPAE. Moi, je pense que c'est la DPAE. Voilà, exactement. Très bien, mademoiselle. Effectivement, le document unique qui permet de déclarer le salarié et qui permet d'informer tous les organismes intéressés qu'un salarié a été embauché par telle entreprise pour telle durée, par exemple, à compter de telle date. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans la DPAE, d'accord, dans la déclaration préalable à l'embauche. Il y a assez peu d'informations. Simplement l'identification de l'entreprise, bien sûr, l'identification du salarié, la date de début et éventuellement la date de fin s'il y a une date de fin. Alors, une date de fin, par exemple, dans le cadre d'un CDD. Alors, cette DPAE est assez importante, je dirais qu'elle est même pratiquement plus importante que le contrat de travail, puisque on va dire que l'oubli d'avoir rédigé un contrat pour un CDD, l'impact, voilà, le contrat sera qualifié en CDI, mais je dirais que l'impact pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise est relativement minime, d'accord ? Ou en tout cas, il n'y aura pas le même impact, par exemple, que s'il y a l'oubli de la déclaration préalable à l'embauche. Si l'employeur oublie de faire cette déclaration, alors ça sera assimilé à du travail dissimulé, ce qu'on appelle du travail au black. Et on reverra un peu plus tard dans une autre question que les implications pénales
sont relativement importants, tant en peine de prison qu'en amende qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnes qui seraient condamnées pour travail dissimulé, simplement parce qu'on a oublié de faire la déclaration. Alors, bien sûr, on n'écope pas toujours des peines maximum, mais dans tous les cas, le code pénal prévoit des peines relativement importantes pour les gens qui seraient reconnus de l'infraction de travail dissimulé. Y a-t-il des questions par rapport à cette DPAE? Pas de questions? Très bien. Alors justement, hein, on va venir ici sur la problématique du travail dissimulé. Et la question, c'est le défaut. Alors, on va tout de suite passer à la réponse parce que je vous l'ai déjà donné, je n'ai pas fait attention ici que on avait déjà une partie, une question et une réponse. Alors, le défaut de déclaration d'un salarié, donc le défaut de remplissage et d'envoi de la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, a quoi comme conséquence? Donc, on vous propose n'a aucune conséquence, entraîne une pénalité ou constitue une infraction de travail dissimulé, et c'est une infraction pénale. Alors, que l'on soit clair sur le terme infraction, d'abord, pour vous expliquer un petit peu comment ça se fait en droit pénal. Une infraction, ça peut avoir trois formes. Soit c'est un délit. Les délits sont des infractions moyennes qui sont punies de 10 ans de prison au maximum. Soit c'est une contravention. La contravention, c'est une infraction minime qu'on retrouve souvent en droit routier, hein, mais c'est une infraction minime pour laquelle il n'y a pas de peine de prison qui peut être prononcée. Enfin, il y a le crime. Alors, le crime, ce n'est pas forcément le meurtre, ce n'est pas forcément l'assassinat, mais les infractions criminelles sont des infractions qui regroupent notamment, par exemple, le meurtre, qui regroupe le viol, qui regroupe l'attaque à main armée, le vol à main armée, etc., etc. Et ce sont des infractions qui entraînent des peines de prison supérieures à 10 ans. Alors, vous voyez ces trois catégories. Alors, nous, ici, le défaut de déclaration d'un salarié qui sera constitutif d'une infraction de travail dissimulé fait partie donc des délits. Donc, en termes de sanctions, on va avoir des sanctions qui sont de 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc, vous voyez que c'est quand même important. Donc, le fait d'employer quelqu'un, de ne pas avoir déclaré cette personne, peut entraîner pour le chef d'entreprise une peine de prison de 3 ans et 75 000 € d'amende. Il y a une peine qui peut être aggravée si la personne qui est employée donc, au black est une personne vulnérable. Par exemple, si c'est un mineur ou si c'est une personne en situation irrégulière sur le territoire français. Par exemple, une personne qui serait sans papier ou si c'est une personne qui est handicapée. Donc, la peine de prison, elle est augmentée, puisque là, le risque est de 5 ans de prison et toujours 75 000 € d'amende. Donc, vous voyez que ce sont des infractions qui sont importantes et qui peuvent entraîner des sanctions relativement, elles aussi, importantes. Donc, voilà ce qu'il en est pour le défaut de déclaration qui entraîne donc la qualification de travail dissimulé, de travail black. C'est comme si vous prenez quelqu'un pour faire du boulot et que vous le payez en espèces sans faire aucune déclaration. C'est la même chose, c'est du travail dissimulé. Des questions par rapport à ça? Non. Alors, on va... Hop. Un petit complément ici, que vous pourrez consulter.
les peines qui sont prononcées à l'encontre des prévenus. Alors, la question suivante portait sur la visite d'information et de prévention. Alors, cette visite d'information et de prévention, donc c'est ce qu'on appelait avant la visite médicale, d'accord ? C'est une visite pendant laquelle on va informer le salarié et on va contrôler l'état de santé du salarié. Donc, elle est faite par un professionnel de santé. Et ici, la question, elle portait sur les salariés qui sont éventuellement exposés à des risques et on vous demandait dans quel délai la visite médicale, donc la visite d'information et de prévention, doit être effectuée. Est-ce que c'est dans les 3 mois? Est-ce que c'est dans les 6 mois, les 9 mois ou dans l'année? Alors, est-ce que, par exemple, tac, on va demander peut-être à Grace. Grace, est-ce que vous avez donc, 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois? 3 mois. 3 mois, très bien, Grace. Merci pour votre réponse. Alors, effectivement, la visite médicale doit être effectuée dans les 3 mois qui suivent l'embauche, à savoir aussi que cette visite médicale doit être renouvelée et que le renouvellement ne peut pas excéder 5 ans après la première visite. C'est-à-dire que si vous avez fait votre visite le 1er décembre de l'année, je sais pas moi, 2020, il faudra faire une nouvelle visite avant le 30 novembre de l'année 2025, donc 5 ans plus tard. Alors, il y a des catégories de personnes pour lesquelles la visite d'information et de prévention doit se faire obligatoirement avant l'embauche. C'est notamment le cas des mineurs. Les mineurs, donc les personnes de moins de 18 ans, hein, en France, on peut travailler à partir de l'âge de 16 ans en droit commun, même avant, dans certaines conditions. Si un mineur devait conclure un contrat de travail, alors l'employeur a l'obligation de lui faire passer sa visite médicale avant même la prise de fonction du poste. Ça, donc, ça concerne les mineurs et aussi les personnes qui travaillent de nuit. Un petit complément d'information sur tout ça. Alors, ici, quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux pour un chef d'entreprise? La visite d'information et de prévention, d'abord, c'est obligatoire. Quand on a vu les délais, il faut la faire passer dans les 3 mois. Et pour certaines catégories de salariés, il faut les faire passer avant même que le salarié prenne son poste. Je vous rappelle que l'employeur a une obligation de sécurité pour ses employés. C'est-à-dire que l'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité au travail de ses salariés, tant en matière de santé physique que de santé psychologique, etc. Et le défaut de respect de cette obligation peut entraîner des sanctions importantes pour l'employeur. Et notamment, l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite d'information et de prévention auprès de ses salariés vient dans le cadre de cette obligation de sécurité. Et si l'employeur ne devait pas respecter cette obligation, alors il peut y avoir des sanctions importantes. Notamment, par exemple, si le salarié devait avoir un accident de travail ou des complications de santé au travail. Dans notre cours concernant la démission, j'espère que vous vous souvenez un petit peu de ce cours, quelles sont les implications, quels sont les impacts d'une démission quant à la prise en charge par l'assurance chômage de la période qui va suivre la démission. C'est-à-dire, est-ce qu'un salarié qui démissionne va pouvoir bénéficier de l'assurance chômage?
va pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage, à votre avis? Nous l'avons vu pendant le cours sur la démission. Alphonse, on vous écoute? Non, il ne bénéficie pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le mot là. Alors, je disais, est-ce que le salarié qui a démissionné peut bénéficier? Non, il ne bénéficie pas d'assurance chômage. Il ne bénéficie pas d'allocation chômage ou d'indemnité chômage pour la période qui va suivre sa démission. Ça, c'est OK parce que le grand principe, c'est que ici, le salarié qui est privé, qui se prive lui-même du travail, il ne peut pas être couvert. Alors, si le salarié se prive lui-même du travail qu'il avait, alors il ne peut pas être couvert par l'assurance chômage. Si le salarié ne se prive pas lui-même, mais a été privé par l'employeur de son travail, alors il sera couvert. C'est ça le grand principe de la couverture, avec cette petite exception pour la rupture conventionnelle. Il existe des situations où le salarié qui a démissionné va pouvoir, malgré tout, toucher des indemnités de chômage. Et parmi ces situations, il existe la situation suivante. Si un salarié constate que son employeur a fait une faute importante qui peut être dommageable pour lui, qui peut avoir un impact important sur le salarié, alors le salarié a le droit de démissionner, mais ça va être une démission particulière, ça va être une démission au tort de l'employeur. Je démissionne parce que, monsieur, vous êtes dangereux, par exemple. Parce que mon employeur me demande de faire des choses dangereuses. Dans ce type de démission, on estime que le salarié ne s'est pas privé volontairement, il s'est simplement protégé. Et dans ce cas-là, par exemple, ça ouvre droit, malgré tout, malgré que ce soit une démission, ça ouvre droit à une prise en charge par l'indemnité chômage, par l'assurance chômage. C'est le cas, par exemple, d'un employeur qui aurait oublié, volontairement ou involontairement, peu importe, qui aurait oublié de faire passer la visite d'information et de prévention à son salarié. Le salarié peut tout à fait dire, moi, je n'ai pas eu ma visite médicale, vous n'avez pas donc répondu à votre obligation de sécurité, parce que la visite médicale fait partie de cette obligation. Vous n'avez pas donc respecté votre obligation de sécurité. Je démissionne, mais je démissionne en plus, ça sera de votre faute si je démissionne. Parce que, tout simplement, il y a un cadre légal qui doit être respecté et vous n'avez pas respecté ce cadre. Alors, on pourrait prendre d'autres exemples de salariés qui démissionnent au tort de l'employeur. On va imaginer un employeur qui exige de son salarié qu'il fasse, sans aucune raison particulière, qu'il fasse pendant une semaine d'affilée 12 heures de travail par jour. Vous savez tous qu'il y a une limite du temps de travail journalier. Et par exemple, Abdel, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la limite de temps de travail journalier? Abdelmarc. Oui, monsieur. Donc, je vous écoute. Je vous ai posé une question. Je n'ai pas compris la question. Alors, la question, c'est quelle est la durée maximum journalière de travail qu'un salarié peut faire? Le nombre d'heures par jour maximum qu'il peut faire. 12 heures. D'accord. Alors, Abdel nous propose 12 heures. Même si vous vous trompez, ce n'est pas très grave. Je vous rappelle. Je vous écoute, Léa. 10 heures. 10 heures. Et Michel nous avait aussi donné la bonne réponse à 10 heures. D'accord. Donc, c'est bien 10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne pendant 6 semaines consécutives. Ça, il faut bien le retenir. Ce sont des choses que l'on a vues en cours. Il faut faire des petites fiches pour essayer de retenir ces petites notions qui pourraient tomber lors d'un QCM ou qui pourraient tomber lors d'une interro. Donc, par exemple, un salarié auquel on aurait demandé de faire 12 heures par jour peut très bien dire non, mais ce n'est pas possible, monsieur, et je démissionne parce que vous ne respectez pas vos obligations. Et ici, on serait aussi en termes d'obligations de sécurité. Donc, voilà l'impact, par exemple, ou les conséquences d'une visite d'information et de prévention qui n'aurait pas été faite pour un salarié. Donc, vous voyez quand même que le salarié est relativement bien protégé
et que l'employeur doit répondre des obligations liées à la rédaction d'un contrat, liées aux obligations de déclaration, liées aussi aux obligations de visite et d'information et de prévention. À savoir que il y a eu un petit apaisement pendant la période Covid, parce que vous savez qu'on a été confinés, etc., etc. Donc, il y a eu des délais qui ont été accordés en plus aux employeurs pour faire et pour organiser les visites d'information et de prévention. Ces mêmes visites peuvent être faites soit dans un service décentralisé, un service de santé au travail, ou bien, si l'entreprise est suffisamment importante, elles peuvent être organisées à l'interne. Bien sûr, l'entreprise devra à ce moment-là se munir d'un service de santé au travail avec un médecin, une infirmière, etc. Et ce service pourra assurer ces visites d'information et de prévention. Alors, la question suivante portait sur la durée du CDD. Alors, la durée est plutôt même le renouvellement d'un CDD. Alors, est-ce qu'un CDD peut être renouvelé 4 fois? Alors, j'entends plein de petites mimines qui se lèvent. Alors, je vais demander à Rihanna. Allez-y, Rihanna, je vous écoute. Il peut y avoir que 2 renouvellements possibles pour un CDD. Oui, très bien. Donc, un CDD ne peut... Alors, bien sûr, là, il fallait répondre faux, hein, évidemment. Vous m'apportez en complément qu'un CDD ne peut être renouvelé que 2 fois. Merci, Verline. On va aller un petit peu plus loin dans notre réflexion sur le CDD, et notamment quant à sa durée. Quelle est la durée maximum? Donc, renouvellement inclus, hein, les 2 renouvellements compris. Quelle est la durée maximum d'un CDD? Est-ce que... Alors, Verline nous propose 12 mois. Rihanna, Michel, merci pour vos réponses. Abdelmarc, allez-y. C'est 18 mois maximum, monsieur. Voilà, un CDD classique. Merci. Alors, il y a Mohamed aussi qui nous a donné, Mounira aussi qui nous avait donné des réponses. Donc, merci pour cette réponse. Et effectivement, un CDD ne peut pas dépasser 18 mois. Alors, malgré tout, il existe beaucoup d'exceptions. D'accord ? Je vais vous mettre une petite liste. Une petite liste. Alors, qui n'est pas limitative. Hein, il y a encore d'autres éléments ici qui peuvent être apportés, mais vous voyez que le cas général, hein, c'est nous ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de connaître. D'accord ? Le cas général, c'est un CDD, c'est 18 mois renouvellement inclus. Mais il existe par exemple des différences. Voilà, ici notamment, hop, je vais l'entourer en rouge, on a un CDD qui est supérieur à la durée des 18 mois. C'est le CDD qui a été conclu dans le cadre d'un départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste. Imaginons qu'un poste doit être supprimé et le salarié part avant la date prévue pour la suppression. Je décide que le poste sera supprimé dans 20 mois et j'ai personne pour le poste, là en ce moment, puisque le salarié qui occupait ce poste a démissionné, mais le poste doit être supprimé. Il n'y aura plus ce poste pour X raisons. J'ai le droit de recruter quelqu'un pour une durée maximum de 24 mois, donc je dépasse la durée des 18 mois, pour une durée maximum de 24 mois, parce que je suis dans le cadre spécifique du recours au CDD. Puisqu'ici, c'est dans le but de remplacer quelqu'un dans un poste qui va être supprimé. On retrouve aussi une autre particularité, c'est les CDD qui sont destinés à être effectués à l'étranger. On voit que ici, le CDD dépasse aussi le cadre commun. Hein. Le cadre commun, on l'a
avec nos 18 mois légèrement au-dessus. Enfin, c'est le premier qui est pris en compte. Ça, je dirais que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais, par exemple, si le CDD a été conclu et doit être exécuté à l'étranger, alors il est autorisé à dépasser la durée des 18 mois pour atteindre 24 mois. Alors, il existe encore d'autres situations où on va avoir des CDD qui vont dépasser les 18 mois. Je pense notamment à peut-être quelque chose d'assez classique, c'est le contrat d'apprentissage, pour lesquels la durée est souvent portée à 24 mois. Donc, vous voyez qu'il existe souvent un principe et puis des exceptions qui permettent de déroger à ce principe, mais bien sûr, tout ça est encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense notamment à des CDD qui seraient prolongés au-delà des 18 mois sans raison particulière, qui pourraient encore une fois être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Alors, on va mettre quand même la réponse exacte à la question. Hop. Donc, la réponse était bien faux. Alors, on va aller un petit peu plus loin, encore une fois, sur cette notion, et notamment de renouvellement. Et je vais vous poser la situation suivante. Voilà. Un salarié a effectué un CDD de 2 mois, renouvellement inclus, donc tous les renouvellements ont été épuisés, hein, renouvellement inclus. Et malgré tout, l'entreprise a des besoins, l'entreprise rentre dans le cadre des recours au CDD, et l'entreprise aimerait prolonger ce CDD. Alors vous allez me dire, pas possible, parce que déjà on a atteint le maximum de renouvellement. Alors même si on n'a pas atteint les 18 mois, si on a atteint les 2 renouvellements, on ne peut pas continuer le CDD. Le chef d'entreprise se dit, ben voilà, moi j'ai une solution, on ne va pas renouveler le CDD, on va laisser notre salarié une semaine chez lui. Donc fin de CDD par exemple, allez, fin de CDD le 30 novembre. Et puis, le 15 décembre, on va lui faire un nouveau CDD. Un mois, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il y a une période ici, hein, où finalement, la personne a terminé son CDD. Son CDD s'est terminé le 15 décembre, le 15 novembre, le 30 novembre, pardon, excusez-moi. Et l'entreprise, de façon à, voilà, à pouvoir faire continuer ce contrat pendant encore un mois, elle se dit, bah voilà, nous, ce qu'on va faire, on va le faire arrêter. On va dire que le contrat est terminé. 15 jours, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, hein, peu importe, il n'a pas de contrat en tout cas chez nous. Et puis à partir du 15 décembre, on lui refait un nouveau CDD. Alors on est reparti pour une nouvelle période, puisque ce n'est pas un renouvellement, c'est un nouveau CDD après une période où il n'y a pas eu d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que c'est une bonne stratégie, d'abord? Est-ce que ça vous paraît légal? Et ensuite, est-ce que tout ça, c'est encadré quand même par des dispositions du Code du travail? Nora, est-ce que vous avez peut-être une idée à nous proposer? Nora Pivert? Alors, cette pratique, elle est souvent
Très bien, merci. Donc, cette pratique, elle est souvent mise en œuvre. Allez-y, Alphonse, je vous écoute. Et Mohamed, peut-être. Mais monsieur, si c'est un nouveau contrat, peut-être qui sont dans les règles. Alors, merci pour votre réponse. Donc, Alphonse dit, bah voilà, c'est un nouveau contrat. Donc, pas de souci, ce n'est pas un contrat qui a été renouvelé, donc ce n'est pas un troisième renouvellement. Donc, a priori, c'est tout bon. Mohamed voulait intervenir? Je voulais essayer un peu. Allez-y, essayez. C'est facile. Pour moi, cette situation n'est pas la bonne vu que ça peut atteindre le durée maximale de 18 mois. On peut dire que l'employeur a fait cette situation pour ses biens et pas pour le bien du contrat de travail. D'accord, merci Mohamed. Alors, je vais rebondir sur les deux réflexions. D'abord, Alphonse nous dit, bah, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal, puisque de toute façon, ce n'est pas un renouvellement, c'est un nouveau contrat. Qu'il y a eu une période, alors je vais vous le dire tout de suite, cette période, on l'appelle une période de carence. La période qui se situe entre deux contrats, période de carence. Donc finalement, cette période, c'est du 1er décembre au 14 décembre. Période pendant laquelle le salarié n'est plus en contrat avec l'employeur. Alors, il pouvait être en contrat ailleurs, hein, ce n'est pas un problème, mais en tout cas, il n'est plus en contrat avec ce même employeur. Donc la période entre deux contrats, période non travaillée dans l'entreprise en question, est une période qu'on appelle période de carence. Donc cette période de carence ici, qui est de 14 jours, permettait finalement à l'employeur de pouvoir renouveler, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un renouvellement puisqu'il y a eu un arrêt, permettait à l'employeur de repartir sur un nouveau CDD. Donc, Alphonse nous dit oui, pourquoi pas, c'est un bon système. Mohamed nous dit pas trop, parce qu'on sent bien que le système, il n'est pas fait pour le salarié, mais il est fait plutôt dans le sens de l'employeur. D'accord. Je rappelle quand même que le salarié, il est peut-être volontaire. Hein, d'accord. Le CDD qui lui est proposé à partir du 15 décembre, on ne l'a pas forcé à le signer. Hein, on va lui proposer un CDD à partir du 15 septembre, il peut tout à fait le refuser. Malgré tout, vous avez alors raison un peu les deux. Oui, c'est une bonne stratégie à condition de respecter un minimum pour le délai de carence. Pour dire que l'employeur ne profite pas de cette situation de 2-3 jours d'arrêt pour se dire bah, c'est bon, c'est plus du renouvellement, donc je peux recommencer un contrat, parce que vous imaginez bien que sinon l'employeur dirait bah, tous les mois, je t'arrête 3 jours, et puis comme ça on est parti pendant des années, puisque de toute façon, je n'aurai jamais de contrat de plus de 18 mois, puisque tous les mois, je t'arrête et que c'est un nouveau contrat qui recommence tous les mois. Donc, le législateur a bien compris que le système pouvait être intéressant, mais malgré tout qu'il avait besoin d'être encadré de façon à ne pas aller dans des abus. Alors l'encadrement, il se fait par rapport à cette période de carence. Cette période de carence, elle a une durée qui est minimum. Si on ne respecte pas la durée minimum de carence entre deux contrats, alors on va considérer que ça n'est pas un nouveau contrat, mais que c'est bien un contrat qui a été renouvelé. Alors, je vais vous mettre le détail du délai de carence, mais vous n'avez pas à le savoir, vous n'avez pas à le connaître par cœur, c'est pour votre culture, d'accord. Et c'est pour vous dire, voilà, le jour où vous êtes en face de cette situation-là, ça doit vous alerter. Et il faudra faire les recherches nécessaires pour trouver le bon délai de carence. Parce que les modalités de calcul ne sont pas toujours faciles, mais malgré tout, on peut facilement les retrouver et les appliquer. Alors, je vais vous mettre ça.
ici, vous allez retrouver comment on calcule le délai de carence, d'accord? Avec voilà, ce délai de carence, hein, c'est le délai d'interruption entre deux CDD successifs, d'accord? Il doit être respecté par l'employeur. Et j'ai pas mis, hop, je vous ai pas mis la durée, pardon. Hop, je vais vous mettre la durée juste après. Ça vous explique ça, ce qu'est le délai de carence. Et quant à la durée qui doit être respectée, vous retrouvez le détail. Ici, encore une fois, c'est à connaître, mais pas à savoir par cœur. Donc, si le CDD est inférieur à 14 jours, ce qui est assez pas trop le cas, hein, d'accord. Le délai de carence est de la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, bien sûr. Si le CDD est égal ou supérieur à 14 jours, le délai de carence correspond à un tiers de la durée du contrat de travail, renouvellement inclus. Donc, ce qui veut dire ici que pour mon salarié, vous avez l'exemple ici, hein, si vous avez signé un CDD de 2 mois qui se termine le 30 novembre, le CDD ayant déjà été renouvelé, pas possibilité de continuer, hein, d'accord? On peut reprendre un autre CDD, mais à condition de respecter un délai de carence. Le délai de carence pour alors, 30 novembre, le nouveau délai, donc le délai de carence est d'un tiers. Donc, si on veut donner un nouveau CDD de 1 mois, chose que nous on avait prévu, il va prévoir un délai de carence d'un tiers de la durée donc du nouveau CDD qui va être conclu. Donc, la durée du délai de carence, ici, un tiers de 31 jours, ça nous donne 10,33, on va arrondir à 11 jours. Voilà, ce que vous devez savoir, je vous ai mis le détail pour, voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, hein, mais ce que vous devez savoir ici, c'est qu'effectivement, pour pallier ici à la limite qui est imposée par ces 2 renouvellements, l'employeur a la possibilité d'attendre un petit peu, d'attendre donc ce délai, donc qui est grosso modo de un tiers du contrat qui va être proposé, et donc de pouvoir recommencer à zéro un nouveau contrat, mais à condition d'avoir bien sûr respecté ce délai de carence. Voilà la notion qu'il faut comprendre. Sans aller dans le détail, si vous deviez avoir à traiter un cas comme celui-ci, on vous donnerait le détail pour que vous puissiez correctement calculer le délai de carence nécessaire pour ne pas être retoqué. Voilà pour cette question. Bon, alors je vais rapidement passer sur la question suivante, puisqu'elle fait état, voilà, du délai maximum de la durée maximum du CDD, hein, on l'a dit, c'est 18 mois. Et on avait aussi évoqué les cas où on peut allonger ce délai. Mais de façon classique, c'est 18 mois. Alors, on arrive dans le texte à trous. Alors, un petit peu plus compliqué a priori pour tout le monde. Alors, pour certains, vous avez plutôt bien réussi. Je vais vous mettre la solution et puis on va expliquer un peu tout ça. Alors, la période d'essai, hein, on parlait ici de la période d'essai. La période d'essai permet de s'assurer que le embauché, donc difficile de trouver autre chose que le salarié. Alors, le travailleur peut-être, bon, la personne, ça ne va pas, la personne. Est-ce que vous aviez trouvé d'autres solutions qui auraient pu fonctionner ici, autres que le salarié? Donc, que le salarié embauché convient au poste sur lequel il a été recruté. Elle permet également au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Donc, c'est vraiment ici
l'intérêt de la période d'essai, l'objectif de la période d'essai, c'est de permettre aux deux protagonistes, que ce soit l'employeur ou l'employé ou le salarié, de pouvoir un peu se tester mutuellement. Elle n'a d'autre vocation que cela. Elle ne peut pas être une période pendant laquelle je peux me libérer. Oui, effectivement, je peux me libérer du salarié, mais malgré tout, l'objectif premier de la période d'essai, c'est bien de dire on va pouvoir se tester. Donc, bien sûr que ce n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, si on veut la rendre, si on veut l'opposer au salarié, si on veut la rendre obligatoire pour les deux parties, il faut qu'elle soit inscrite au contrat. Et il faut bien sûr qu'elle respecte les durées. Donc, la durée varie en fonction du type de contrat, CDI ou CDD ou encore travail temporaire. Et sa durée varie aussi en fonction de la catégorie professionnelle. Elle peut être renouvelée ou rompue, évidemment, de manière anticipée. Alors, je précise que le renouvellement doit être inscrit dans la clause qui traite de la période d'essai, de façon à pouvoir être proposé et proposé aux salariés au moment où on arrive, au moment du renouvellement. Alors, elle permet effectivement de rompre le contrat, cette période d'essai, sans que l'employeur ni le salarié aient à justifier d'un motif. La rupture est très rapide. Malgré tout, j'avais évoqué cette notion-là. Il y a quand même un petit délai, très, très court, hein, d'accord, qui va de quelques jours à une semaine, un petit délai en disant bon ben voilà, malheureusement, monsieur, votre période d'essai, vous ne convenez pas au poste. Alors vous n'êtes même pas obligé, l'employeur n'a même pas besoin de justifier. Il informe simplement le salarié que l'entreprise envisage de rompre le contrat durant la période et que le salarié terminera son travail dès vendredi. D'accord ? Voilà un petit peu comment ça se passe en entreprise en respectant ce petit délai qui va de quelques jours. Ça permet quand même au salarié de se dire bon, allez, je m'en vais. Et c'est tout. Alors, la question suivante. Alors, si vous entendez des miaulements, ne vous inquiétez pas, c'est mon petit chat qui commence à avoir faim. La question suivante portait sur la clause de non-concurrence. Cette clause qui va permettre à l'employeur de protéger les intérêts économiques de son entreprise en interdisant au salarié de lui faire concurrence dans une autre entreprise ou même en créant sa propre entreprise, bien sûr dans le même domaine d'activité que l'entreprise que le salarié a quittée. Donc ici, la clause de non-concurrence est une clause insérée au contrat, encore une fois, hein, elle n'est valable que si elle ne peut être envisagée que si elle est insérée au contrat. Elle vise à limiter la liberté, puisque normalement il y a ce principe de liberté d'installation, de liberté de travail. Elle vise à limiter la liberté d'un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, bien sûr, la clause doit respecter un certain nombre de critères, certaines conditions. Je vous rappelle que ce sont des conditions de limite dans le temps, dans l'espace géographique, à un certain secteur d'activité, et une condition de contrepartie, c'est-à-dire de paiement de la période pendant laquelle le salarié ne pourra pas aller travailler chez un concurrent. Il faut que le paiement soit effectif, d'accord ? Il ne peut pas être dérisoire, parce qu'au départ, le législateur avait dit voilà, pour que la clause soit valable, il faut une contrepartie. Bon, très bien, je vais vous donner 1 euro. Je respecte la loi. La loi me dit il faut une contrepartie. Je vous donne 1 euro. Voilà, il y a bien une contrepartie. Alors, les juges ont amélioré le texte par la jurisprudence en indiquant que la contrepartie ne pouvait pas être dérisoire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas le droit de donner 1 euro en contrepartie. Il faut que la contrepartie soit conséquente. Globalement, en pratique, la contrepartie, c'est entre 10 et 30% du salaire qui était perçu par le salarié pendant sa période d'emploi.
salarié qui gagnait, je ne sais pas moi, 2 000 € pendant sa période d'emploi, s'il a une clause de non-concurrence qui est applicable pendant un an, il va toucher entre 400 et 600 € par son employeur pour respecter cette somme. Alors, il aura le droit d'aller travailler ailleurs, dans une autre branche d'activité, ou encore dans la région qui ne lui est pas interdite, je dirais, et il touchera voilà, la somme qui a été convenue. La clause suivante, ici, c'était la clause voilà, qui traitait de la mobilité des salariés. Alors, ça me permet, en même temps que de vous parler de la clause de mobilité, de vous rappeler que dans le contrat de travail doit être indiqué le lieu d'exécution du contrat. C'est une des clauses, une des mentions obligatoires dans un contrat quand il est écrit. Parmi ces mentions, on va retrouver, par exemple, on va retrouver l'identification de l'employeur, l'identification du salarié, le poste pour lequel le salarié a été recruté, le volume horaire du contrat, est-ce que c'est un contrat à temps complet qui correspond à 35 heures ou est-ce que c'est un contrat à temps partiel, par exemple, pour 30 heures. On va retrouver aussi, bien sûr, les éléments de rémunération. On va retrouver aussi le lieu où le contrat de travail doit être exécuté, c'est-à-dire le lieu où le salarié doit travailler. Cette clause relative au lieu d'exécution du travail, elle ne peut pas être modifiée à la seule volonté de l'employeur. C'est-à-dire que si vous avez un contrat de travail avec un employeur et que son employeur vous dit, bon, dans ton contrat, il y a indiqué que tu travailles à Lille, demain, j'ai décidé que tu allais aller travailler dans notre agence, dans une autre de nos agences qui se situe, je ne sais pas moi, à Paris, l'employeur ne peut pas. Il ne peut pas imposer cette mobilité, sauf s'il y a une clause dans le contrat. Une clause qui prévoit cette mobilité, la clause de mobilité ici, puisque la clause de mobilité est une disposition prévue dans le contrat, obligatoirement prévue dans le contrat. Si elle ne l'est pas, alors c'est tout. L'employeur ne peut pas changer, sans l'accord du salarié, le lieu de travail. Et la clause donc prévoit que le salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié. Donc il accepte, s'il y a une telle clause, que lui a signé son contrat, donc qu'il a adhéré au contrat, qu'il a été d'accord avec le contrat, ça veut dire que par avance, il accepte que l'employeur lui dise demain ou à partir de demain, tu iras travailler à Paris, dans notre agence à Paris. Bien sûr, cette clause s'impose au salarié, donc ça veut dire qu'il est obligé de la respecter. S'il ne devait pas la respecter, alors il pourrait être licencié pour faute grave, tout simplement. Et la dernière question de notre QCM, elle était relative à la clause de dédit formation. Alors, c'est une clause qui permet à l'employeur un petit peu de se protéger contre les départs du salarié après une formation. C'est-à-dire que c'est l'histoire un peu de ce type de clause, c'est Air France, qui formait des pilotes dans son école. Et l'école de pilotage des avions de ligne de Air France était très réputée. Et surtout, la formation coûtait très cher. Elle était payée par Air France. Et puis, les pilotes, une fois qu'ils avaient terminé leur formation, ils quittaient l'entreprise Air France et ils allaient travailler dans une autre entreprise où ils étaient mieux payés. Alors, les avocats d'Air France et les services juridiques d'Air France ont essayé de mettre en place une clause qui est devenue cette fameuse clause de dédit formation, de façon à ce qu'un salarié qui aurait bénéficié d'une formation soit un petit peu lié à l'entreprise et ne puisse pas quitter l'entreprise. Et s'il devait quitter l'entreprise, alors on serait en droit de lui demander de rembourser
la formation qui a été financée par son entreprise. Alors bien sûr, cette clause, elle n'est pas éternelle, ou cette durée pendant laquelle le salarié est lié n'est pas éternelle. La clause doit prévoir une durée. Par exemple, on pourrait très bien dire, ben voilà, vous allez bénéficier d'une formation, je ne sais pas moi, de pilote, hein, on va prendre l'exemple d'Air France. Vous ne pouvez pas quitter l'entreprise, enfin, si plutôt pas, vous ne pouvez pas quitter, si vous deviez quitter l'entreprise dans un délai de 1 an, alors vous seriez obligé de rembourser une partie de la formation qui a été engagée pour vous-même. Ça permet aussi à l'entreprise de s'assurer que les salariés formés vont être formés au profit de l'entreprise qui a payé la formation et n'iraient pas mettre leurs compétences au service d'autres entreprises. Alors cette clause, bien sûr, elle peut être aussi cumulée avec une clause de non-concurrence, par exemple. D'accord ? Y a-t-il des questions par rapport à tout ça ? Pas de questions ? Alors, ça termine le texte à trous. Alors, j'ai vu le note, il y a du bien, il y a du moins bien. Vous verrez par rapport à la correction où ça a pêché. Et puis, j'espère que pour ceux qui ont eu des notes pas satisfaisantes, en tout cas pour eux, c'est pas très grave, hein, c'est qu'une note. Hein. Il ne faut pas se focaliser, alors même si c'est important, à un moment donné, je comprends, mais ce n'est pas forcément révélateur de votre niveau. C'est une note, c'est un QCM, je dirais que le travail que vous m'avez rendu, que vous allez me rendre en P3 ou en P2 est plus révélateur de votre niveau. Et le travail que vous allez faire encore plus à la rentrée sera encore plus révélateur de votre niveau. Puisqu'on aura un véritable cas pratique tel que vous pourriez l'avoir le jour de l'examen. Et ça, on le fera le vendredi de la rentrée, quand je vous réexpliquerai demain soir exactement comment ça va se passer. Voilà, y a-t-il des questions? Ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va se quitter là et on se retrouve vendredi, juste avant les vacances, pour une séance en obligation fiscale. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi. Bonsoir tout le monde. Au revoir, monsieur. Alors, Au revoir, monsieur. Alors, si quelqu'un a une question, allez-y, je vous écoute. Non, Au revoir, monsieur. Au revoir, Mohamed. J'ai cru voir une main qui se levait. Bon, donc, a priori, il n'y a pas de question.